Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le 12 septembre dernier, notre commission a donc constitué une mission d'information sur l'exécution de la LPM 2014-2019. Et cette commission nous a désigné Joachim Pueyo et moi-même rapporteurs. Alors la mission d'information, vous l'avez dit, Monsieur le Président, était en outre composée de 8 membres représentant l'ensemble des groupes politiques. Et nous avons souhaité que tous puissent participer à ce bilan particulièrement utile à la veille d'une nouvelle loi de programmation militaire. Et je voudrais ici profiter de l'occasion pour remercier vivement nos collègues pour leur implication lors des auditions et pour leurs suggestions. Et au titre des remerciements, je tiens également à saluer Madame Hello, notre administratrice, dont la disponibilité, les connaissances et le goût de la chose militaire nous ont été très précieux. Alors en premier lieu, l'intérêt d'un tel exercice est de replacer la discussion de la loi de programmation militaire 2019-2023, celle qui vient, dans une perspective plus globale, historique. C'est depuis les années 60 que la France organise le développement de son outil de défense à travers une planification budgétaire pluriannuelle. Alors le ministère de la Défense est d'ailleurs le seul ministère à être doté d'une telle programmation. Cette dernière donne aux armées, mais aussi aux industries de défense, la visibilité nécessaire pour se projeter dans l'avenir et réaliser les investissements pluriannuels qui sont particulièrement nécessaires dans le domaine de la défense, les contrats d'armement, comme vous le savez, pouvant s'étaler sur plusieurs décennies. Alors, il convient de rappeler tout de suite, mais chacun le sait ici, qu'une loi de programmation militaire est un engagement politique, davantage qu'une obligation juridique. La programmation doit être traduite année après année par les lois de finances dont les dispositions prévalent sur tout engagement pluriannuel de l'État. Alors on a souhaité vous projeter un graphique à l'écran qui est tenu à jour par la direction du budget et que certains surnomment ironiquement l'Iroquois et qui révèle comment, depuis 1985, les lois de programmation militaire ont toutes été sous-exécutées. Vous voyez que durant la première partie de la période, il y a une concordance parfaite entre loi de programmation militaire, lorsqu'il y en avait, parce qu'il y a des périodes où il n'y en avait pas, et loi de finances initiale. Et puis à partir du milieu des années 80, on a des arrêtes de LPM très ambitieuses à la hausse, et puis des lois de finances annuelles qui, on le voit, elles, sont d'une moindre ambition. Alors, nonobstant des aléas difficilement prévisibles, je pense notamment à la crise financière de 2008, l'inadéquation de la ressource budgétaire avec les ambitions affichées est la cause principale de ces écarts. Elle manifeste la tension permanente entre les objectifs d'autonomie stratégique et de défense, d'une part, et les objectifs de bonne gestion des finances publiques et de respect des engagements européens de la France, d'autre part. En 2013, alors même que le livre blanc identifiait de nouvelles menaces, la loi de programmation militaire 2014-2019 fut, je cite, parce que c'était l'expression en vigueur, taillée au plus juste. Je me souviens également, mais Monsieur le Président, vous en souvenez aussi, de la formule que Jean-Yves Le Drian, le ministre d'alors, utilisait. Il parlait d'une ligne de crête. Et que d'un côté comme de l'autre, on pouvait tomber. Voilà. Alors, cette LPM 2014-2019 faisait suite à une LPM 2009-2014 qui manifestait de grandes ambitions capacitaires, appuyées par de profondes réformes structurelles et une très nette réduction du format des armées. Mais cette LPM 2009-2014 fut mal exécutée, notamment du fait de la crise financière de 2008. Alors, pour réussir le sauvetage du programme d'équipement qui avait été décidé en 2009, on décida de poursuivre les réformes structurelles et les réductions d'effectifs, alors que la LPM 2009-2014, vous avez là une autre projection concernant les effectifs, prévoyait une réduction globale de un peu moins de 46 000 effectifs. Une réduction de près de 40 000 avait déjà été réalisée fin 2013. La LPM 2014-2019 prévoyait, elle, une réduction supplémentaire de 33 675 effectifs, s'ajoutant à la réduction des 38 000 programmés entre 2009 et 2013, soit un total de 72 000
emplois sur la durée des 2 lois de programmation militaire. Alors, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, le sauvetage du programme d'équipement fut érigé en priorité de la LPM 2014-2019, avec plus de 102 milliards d'euros de crédits prévus pour toute la durée de la programmation, soit une dotation annuelle de plus de 17 milliards d'euros par an. Contrairement au gouvernement britannique, qui avait fait le choix de renoncer à certaines capacités, je pense notamment à la patrouille maritime, le gouvernement français a choisi de n'abandonner aucun programme à effet majeur pour préserver la cohérence opérationnelle d'ensemble ainsi que l'outil industriel. Plusieurs réductions de cibles et des décalages calendaires furent en revanche actés. Alors, l'obtention de ces résultats reposait sur 4 grands paris. En premier lieu, le pari opérationnel. La perspective, alors, d'un retrait rapide d'Afghanistan et d'une réduction du dispositif Serval, les orientations du livre blanc de 2013, qui limitait, je le rappelle, à 3 théâtres importants l'engagement des forces armées, justifièrent une baisse de la provision au titre des surcoûts OPEX, pour le moins volontariste, puisqu'elle était portée, comme vous le savez, à 450 millions d'euros. Une clause dite de sauvegarde prévoyait toutefois que tout excédent constaté au-delà de cette dotation initiale et dû à des opérations décidées postérieurement à l'adoption de la LPM serait financé par la solidarité interministérielle. C'était le premier pari, le pari de la baisse des engagements. Deuxième pari, des ressources exceptionnelles disproportionnées. Comme sous la précédente LPM, l'équilibre financier devait reposer en grande partie sur l'obtention de ressources exceptionnelles à hauteur de 6 milliards, un peu plus de 6 milliards d'euros, qui devaient être obtenues d'une part par des cessions d'emprises immobilières, ainsi que par la vente de fréquences hertziennes. On peut citer également, au titre des recettes exceptionnelles, le nouveau programme d'investissement d'avenir, le PIA, et puis enfin la cession de participation d'entreprises publiques. La non-réalisation des recettes exceptionnelles alors prévues, ayant fortement compromis l'exécution de la précédente LPM, on ajouta là aussi une clause de sauvegarde prévoyant des crédits budgétaires en cas de non-réalisation des recettes exceptionnelles. Troisième pari sur lequel reposait cette LPM, c'est un pari export extrêmement ambitieux. Le maintien des chaînes de production d'armement nécessite des commandes régulières. C'est pourquoi, comme en 2009, l'équilibre de la programmation militaire 2014-2019 reposait en grande partie sur la réussite à l'export de Dassault Aviation. Là encore, la non-réalisation des contrats d'exportation du Rafale lors de la précédente programmation avait contraint l'État, comme vous le savez, à se substituer aux acheteurs potentiels, entraînant des surcoûts de l'ordre de 350 millions d'euros entre 2009 et 2011. Entre 2014 et 2019, 40 appareils devaient être vendus pour remporter ce nouveau pari risqué. Et puis, enfin, dernier pari de cette LPM, pari initial, c'est le pari du vieillissement des matériels. Le maintien de la plupart des programmes à effet majeur en matière d'équipement reposait sur le pari du maintien en service des matériels dont l'horizon de renouvellement fixé par le précédent livre blanc de 2008 était déjà dépassé en 2014. Vous avez à l'écran quelques exemples de matériel un peu emblématique, avec d'un côté l'âge moyen en 2014, l'âge de renouvellement tel qu'il était fixé par le livre blanc de 2008, et puis une comparaison avec la durée de possession moyenne dans les armées comparables à l'étranger. La prolongation de ces matériels supposait de maîtriser leur usure en les employant de manière mesurée et surtout en disposant de crédits suffisants pour le maintien en conditions opérationnelles. Compte tenu de ces fragilités intrinsèques, la programmation fut assortie de nombreuses clauses dites de sauvegarde ou de revoyure. Ce sont ces clauses, et notamment l'actualisation prévue à l'article 6, qui ont présidé à la discussion d'une nouvelle loi en 2015. Alors, dans un contexte marqué par les attentats et un niveau de menace terroriste sans précédent, l'actualisation de 2015 a organisé une remontée en puissance ciblée en réponse à cette menace. Un renforcement massif et rapide de la force opérationnelle terrestre avait été décidé par le président Hollande à hauteur de 11 000 soldats supplémentaires. Le plan de lutte contre le terrorisme présenté en janvier 2015 par le gouvernement se traduisit en outre
par un renforcement des capacités de renseignement et de cyberdéfense, ainsi que de la protection des emprises. Pour autant, les réductions d'effectifs se sont poursuivies, en particulier dans les soutiens. L'actualisation a permis surtout de substituer les crédits budgétaires aux recettes exceptionnelles non réalisées, mettant ainsi fin à la tentation du ministère des Armées de contourner la contrainte par la création des fameuses sociétés de projet. Conçues comme une facilité de trésorerie, ces sociétés de projet auraient emprunté à des taux plus élevés que l'État sur les marchés financiers pour financer la construction de matériel tels que les frégates ou les sous-marins qu'elles auraient loués aux armées. Alors, il y avait eu 2 contrôles sur pièce et sur place, suivant la formule consacrée, qui avait alors été diligentée par notre commission, au titre de l'article 7 de la loi de programmation militaire, sur ce que la Cour des comptes a qualifié et continue de qualifier depuis de solutions hasardeuses et inappropriées. L'actualisation de 2015 a permis enfin de faire face à des besoins criants en matière d'équipement. Alors, on a été un peu chanceux à cette époque. La faible inflation et des retards industriels ont procuré des marges de manœuvre inattendues. À titre d'exemple, un demi-milliard supplémentaire fut ainsi affecté à l'entretien programmé des matériels, très sollicité sur des théâtres difficiles, tandis que 1,5 milliard fut affecté au financement du programme d'équipement pour accélérer l'acquisition de capacités devenues critiques. Je pense notamment aux hélicoptères, aux avions de transport tactique, ainsi que divers équipements destinés au renseignement. Par la suite, en avril 2016, le Conseil de défense a acté la renonciation définitive aux réductions d'effectifs qui restaient programmées dans les secteurs non prioritaires. Et c'est donc une nouvelle trajectoire qui fut définie et qui se traduisit dès 2017 par une hausse des moyens dévolus au ministère de la Défense. Et en 2018, l'engagement de campagne du président de la République d'augmenter l'effort de défense s'est traduit par une hausse inédite du budget de la défense d'1,8 milliard par rapport à 2017. Et ces mesures cumulées, et j'en termine avant de laisser la parole à mon collègue Pueyo, ces mesures cumulées ont grandement contribué in fine à la bonne exécution de la programmation militaire pour les années 2014 et à 2019 et à son bon atterrissage général. Merci